L'Ancien Testament a été à l'origine d'une religion, le judaïsme. Mais les récits célèbres de ce livre, que l'on nomme aussi la Bible hébraïque, racontent également une histoire, celle de la création du monde et celle du peuple d'Israël. Quelle est dans le texte biblique la part de l'histoire et celle de la légende? Israel Finkelstein et Neil Zimmerman poursuivent une enquête sur la société qui a écrit l'Ancien Testament. Nous les retrouvons à Megiddo. Dans les épisodes précédents, ils nous ont révélé que les récits les plus célèbres de la Bible, celui d'Abraham et des patriarches, ou celui de l'Exode, la sortie d'Égypte des anciens Israélites, ont été mis pour la première fois par écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et ce, au cœur des collines de Judée. C'est là qu'ont été rédigées pour l'essentiel les histoires que la Bible nous raconte. Elle nous fait vivre un monde antique complexe, plein de bruit et de fureur, de conflits et d'alliances, de héros et de conquêtes. Une histoire comme en connaissent tous les peuples, mais qui a ici donné le jour à un livre unique. Nous allons, dans cet épisode, enquêter sur l'histoire des origines de la nation qui a mis les premiers textes de la Bible par écrit. Selon le texte biblique, Moïse a conduit les Israélites sortis d'Égypte jusqu'au seuil de la terre de Canaan, la terre sainte. On les voit reprendre possession de la terre de leurs ancêtres à la suite d'une conquête et devenir progressivement un peuple souverain dans leur pays. Les premiers versets du livre de Josué disent ceci. Après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, l'auxiliaire de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Aussi maintenant debout. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne, au peuple d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » C'est le début de l'épopée de la conquête de Canaan dans le livre de Josué. Et la Bible en fait le récit pas à pas, d'ici à Jéricho, de Jéricho à Haï, d'Haï aux cités du sud, puis à Hatzor et aux cités du nord. C'est une histoire merveilleuse, une grande saga de guerre, de conquête, de bravoure. Et la question est de savoir, cela s'est-il vraiment passé? Et si oui, cela s'est-il passé comme dans le livre de Josué? La Bible décrit Josué essentiellement comme un chef militaire, à qui Dieu confie une mission, conquérir une terre promise aux patriarches puis à Moïse.
Josué envahit le territoire de Canaan à la tête d'une immense armée de tribus israélites confédérées. Il franchit le fleuve Jourdain, attaque et soumet l'une après l'autre les villes de la région en une guerre éclair. Ces villes conquises dessinent la carte d'un pays. Alors le récit biblique présente cette conquête comme une sorte de blitzkrieg. Ça se passe en 15 jours et puis quasiment toute la population est exterminée. Pas de pitié pour les Cananéens, mais on ne dit pas pourquoi. On ne dit pas parce qu'ils étaient idolâtres, parce qu'ils étaient particulièrement méchants. Au contraire, on ne dit rien. Ce qui est important, c'est que tout le monde est voué à l'interdit, dit le texte biblique. C'est le mot cherem qui signifie que tout doit être détruit pour être remis à Yahvé. L'idée, c'est que Dieu donne la victoire, donc tout revient à Dieu. La conquête, puis le partage de Canaan sont le cœur du livre biblique de Josué. Si l'on s'en tient à la datation biblique, cet épisode se déroule durant la deuxième moitié du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Les archéologues ont localisé et fouillé la plupart des villes citées dans ce récit. Il nous faut donc interroger ces fouilles. Pour cette partie de l'enquête, le site le plus important est cette fois Hatzor, en Galilée, que la Bible nous décrit comme une cité de premier ordre, la capitale de tous ces royaumes. Le site archéologique est fouillé par Amnon Bentor de l'Université hébraïque de Jérusalem, qui poursuit ici la tâche inaugurée dans les années 50 par un archéologue célèbre, Yigael Yadin. Certains des vestiges découverts ici ont été interprétés comme ceux d'un palais et d'un temple détruit au XIIIe siècle avant Jésus-Christ par une violente déflagration. Voyez ces destructions. Nous sommes dans l'entrée du palais de Hatzor de l'âge du bronze récent, le Hatzor cananéen. Voyez cette brique crue qui a été carbonisée. Il faut 1300 degrés pour carboniser une brique. Regardez les indices de chaleur intense sur ces briques. Voyez ces marques blanches, qui sont aussi un effet de la chaleur. Le bois, les poutres, tout cela indique une destruction violente du palais de Hatzor. Regardez ces blocs de basalte fissurés. Une chaleur normale n'a pas un tel effet. Seul un incendie très violent peut le faire. Regardez ici, les cendres, le bois, les traces de la poutre sur ce mur. Où que vous regardiez, les mêmes traces de destruction. Ces couches de destruction apportent en apparence une preuve tangible de la conquête de Canaan par les armées de Josué. Dans l'ambiance qui prévalait en Israël dans les années 50, au lendemain de l'indépendance du pays, cette hypothèse confortait l'idée que la naissance d'une nation devait être précédée par une conquête militaire. Voici Hazor, grande ville cananéenne du Nord, citée dans la Bible, et dont la destruction par Josué fut la clé de la conquête de la Galilée par les Israélites. Atteindre la couche où repose la cité détruite est le but du docteur Yadin et de ses collègues. Ils ont déjà, en 3 saisons de fouilles, retrouvé les restes de plusieurs cités israélites, successivement construites sur les ruines des villes précédentes. Ils ont mis à jour des reliques précieuses qui apportent bien des éléments nouveaux à notre connaissance de l'histoire et du mode de vie des temps passés. Les fouilles de Hazor, qui prendront fin l'été prochain, ajouteront un chapitre impressionnant aux recherches bibliques et à la connaissance universelle de l'histoire ancienne, du lien entre le peuple juif et la terre d'Israël. Ces années-là, l'archéologie mobilise un pays en quête d'histoire. Ses dirigeants, David Ben-Gurion, qui était alors Premier ministre, et d'anciens chefs d'état-major, comme le même Yigael Yadin et Moshe Dayan.
L'affaire paraît entendue. Des traces de destruction similaires avaient été constatées dans de nombreux sites archéologiques du pays. Pourtant, 50 ans plus tard, l'accumulation de données contradictoires introduit un doute. Il faut donc tout reprendre à la base et réexaminer, site après site, le bien fondé de cette hypothèse, la conquête du pays par les armées de Josué. Il faut se tourner vers le texte et le récit de la conquête tel que rapporté par la Bible. En particulier sa bataille la plus célèbre, Jéricho. La quantité d'informations accumulées sur Jéricho est impressionnante. C'est un des sites les plus fouillés du Levant. De nombreuses expéditions s'y sont succédées depuis le début du XXe siècle. Comment la Bible raconte-t-elle la prise de Jéricho ? Une manœuvre connue de tous fait tomber les murailles de la ville, les fameuses trompettes de Jéricho. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris, alors les murailles de la ville s'écrouleront. Se conformant à la Bible, les premiers chercheurs ont pensé que certains des vestiges dégagés ici étaient ceux de la ville détruite lors de l'attaque des armées israélites. Mais ces ruines étaient antérieures au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. L'archéologue Kathleen Kenyon fut la première à en conclure qu'à l'époque suggérée par la Bible, il n'y avait à Jéricho aucune muraille à abattre. À l'époque de la conquête de Canaan, Jéricho était inoccupé. Il faut considérer les choses sous un tout autre angle. So this is not history. Donc ceci n'est pas de l'histoire, au sens habituel du mot, And the case of Jericho, et ce qui vaut pour Jéricho s'applique aux autres lieux cités dans le récit de la conquête du livre de Josué. La plupart des villes mentionnées n'existaient pas à l'âge du bronze récent. Il n'y avait rien. Il y a une autre incohérence. En comparant les différents sites fouillés, les archéologues constatent que le processus de destruction s'était étalé sur près d'un siècle, alors que la Bible nous parle d'une opération très courte. Si des cités ont bien été détruites, elles ne l'ont pas été au même moment. Comment procéder? Il faut élargir le point de vue, prendre en compte la situation géopolitique au Levant au cours de ce même XIIIe siècle et interroger l'acteur principal de l'époque, l'Égypte. Près de 400 tablettes cunéiformes datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ ont été découvertes à Tel El Amarna en Moyenne-Égypte. Sur la concerne. Ce sont des courriers diplomatiques envoyés au pharaon par les rois des petites cités-États de Canaan. Leur lecture révéla qu'à cette époque, ces cités-États étaient vassales de l'Égypte. De fait, du XIVe au début du XIIe siècle avant notre ère, la terre de Canaan était une province égyptienne.
L'Égypte occupait le pays et y avait installé un réseau de places fortes, ce que confirment les fouilles archéologiques. Une de ces places fortes a été fouillée dans les années 20 à Beth Shean, au sud du lac de Tibériade. Les lettres de la Marna et les fouilles archéologiques indiquent clairement que Beth Shean, dont le tertre biblique domine des ruines romaines et byzantines, était entre le XIVe et le milieu du XIIe siècle un important bastion égyptien. If you want to understand the way the Egyptians dominated completely the country. Pour comprendre comment les Égyptiens dominaient l'ensemble du pays, il faut venir dans un palais comme celui-ci. There was a strong garrison, there were scribes here. On y trouvait une forte garnison, des scribes, des soldats, des administrateurs, tout cela sous le contrôle des Égyptiens. Ainsi, quiconque voulait, à 20 ou 30 kilomètres à la ronde, prendre une décision économique ou politique importante, devait venir à Beth Shean pour obtenir l'approbation des Égyptiens. Ils étaient les maîtres du pays. Traditionnellement, l'archéologie biblique situe la conquête à la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, sous Ramsès II. Et là, nous avons deux problèmes. D'abord, à cette époque, Beth Shean était une importante place forte égyptienne, avec des soldats qui auraient pu bloquer une invasion de Canaan. De plus, les Égyptiens sont encore ici un siècle après la date traditionnelle de la conquête. Comment est-ce possible? Ainsi, les fouilles archéologiques nous disent que la conquête n'a pas eu lieu. Deux questions cependant restent en suspens. Que signifient les destructions constatées sur de nombreux sites? Et quel sens accorder à cette liste de villes soi-disant conquises que rapporte le texte biblique? Notre enquête apportera sous peu les réponses. Le livre de Josué n'est pas de l'histoire. C'est un récit mythique. Et comme pour les patriarches et l'Exode, il raconte l'émergence d'une nation. C'est pourquoi il est plein d'interventions divines, de bravoure et de miracles. On peut lire dans le texte biblique que Dieu va, à la demande de Josué, aider les Israélites à remporter une victoire d'une manière tout à fait miraculeuse. En prolongeant le jour au moment de la bataille et en donnant l'ordre au soleil de s'arrêter sur la ville de Gabaon et à la lune sur la vallée d'Ayalon. Et le texte biblique d'ajouter « Il n'y eut point de jour comme celui-ci, ni avant, ni après, où Dieu écouta la voix d'un homme. » Avec l'épopée de Josué commence une grande histoire qui va aboutir à l'histoire de la royauté. Donc en fait, Josué, c'est le premier volet dans la Bible d'une narration qui va montrer pourquoi finalement Israël va arriver à se choisir un roi comme les autres peuples. Mais ça ne se passe pas de manière immédiate. Après la mort de Josué, donc Josué, on aura pu se dire en lisant la Bible, il préfigure déjà un peu la royauté parce qu'il est traité un peu comme un roi. Mais après l'histoire de Josué, on va avoir un livre qui s'appelle le livre des juges.
ce sont un peu des chefs charismatiques, mais qui interviennent en fait dans une situation assez chaotique, anarchique, parce que rien n'est établi, il n'y a pas en fait de pouvoir central, et chacun fait ce qu'il voulait, selon le refrain qu'on trouve dans ce livre. Donc le livre des juges sert simplement à montrer que sans roi, sans pouvoir central, il n'y a pas de possibilité en fait d'organiser la nation. Et donc le livre des juges se termine sur ce constat-là. Et donc c'est à la suite en fait de ce livre qu'arrive l'histoire de Samuel, qui va être en fait l'introduction de l'histoire de la royauté, puisque Samuel va être celui qui va choisir d'abord Saül, puis David comme roi d'Israël. David. Le texte biblique nous le présente comme un berger qui reçoit l'onction divine. De là le mot Messie, Mashiach en hébreu, celui qui a reçu l'onction. Mais David a-t-il existé? Beaucoup en doutaient. Une inscription découverte à Tel Dan va délivrer la réponse. Un roi de Damas y mentionne parmi ses ennemis vaincus Ocosias, roi de la lignée de David. So this is one of the strongest, if not the strongest, proof. Ceci est sans doute la preuve majeure de l'historicité de David. Il y a eu un David. La question n'est pas David a-t-il existé, mais le royaume de David était-il vraiment un grand empire? La Bible parle clairement d'un empire qu'elle décrit comme un territoire immense, avec Jérusalem en son centre. Le roi David transfère en grande pompe l'arche d'alliance à Jérusalem et en fait ainsi la capitale du royaume. Ainsi, le roi David a existé, incontestablement. Il a régné au Xe siècle avant Jésus-Christ. Mais son royaume était-il ce vaste empire décrit par la Bible? L'enquête va se poursuivre à Jérusalem, la cité de David, telle qu'elle est nommée par le texte biblique. Jérusalem est une ville particulière, maintes fois détruite et reconstruite. Elle est une cité vivante, un terrain difficile pour les archéologues. Peut-on encore trouver des traces de la capitale de David? Au vu des difficultés, les archéologues doivent procéder en remontant le temps, partir des vestiges tardifs, datés avec fiabilité, pour arriver à ceux plus anciens qui sont sujets à spéculation. Cette fois, l'enquête nous entraîne vers les cimetières de la fin de la période monarchique qui ont été construits en dehors de la ville. Israël Finkelstein va tenter de trouver les traces de la Jérusalem du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ça fait 20 ans que je suis pas venu ici, je me souviens plus très bien. Ça devrait être quelque part, là derrière. That's okay.
À l'âge du fer, l'époque de ce cimetière, on enterrait les morts en dehors des limites de la ville. Donc, en retraçant la disposition des cimetières à Jérusalem, on obtient une sorte de cercle, délimitant un espace vide de toute sépulture, qui est l'empreinte en négatif de la ville à l'âge du fer. La localisation de ces nécropoles permet de dessiner la carte des contours de Jérusalem à la fin du 8e et au 7e siècle, au temps des rois Ézéchias et Josias. Mais cette grande cité est la Jérusalem tardive, du temps où Juda était un État prospère. Qu'en est-il de la ville de David, plus ancienne de 2 siècles? La ville que nous cherchons est nécessairement quelque part à l'intérieur de ses contours. L'enquête va se concentrer sur un tertre artificiel appelé Ir David. C'est là que depuis le 19e siècle, les archéologues cherchent la capitale du roi David. We are standing on the upper slope, on the upper part of the slope. Nous sommes en haut de la colline qui domine la vallée du Cédron. En bas, on voit 2 ou 3 maisons de l'âge du fer récent. Et au-dessus, il y a cette construction très étrange qu'on appelle la structure en escalier. These are not steps to climb up a slope. This is just a revetment, a cover of a slope which is very loose. Ce n'est pas un escalier pour monter sur la colline, mais un simple revêtement qui consolide ce talus instable, fait de débris et qui, en cas de secousse sismique, pourrait s'ébouler. À l'âge du bronze récent et au début de l'âge du fer, il y a bien ici une activité humaine, des constructions, mais tout cela reste très modeste. À mon avis, il y avait un village ici au Xe siècle, mais un petit village, surtout de ce côté, sur une partie seulement de la corniche de la cité de David, avec une population très réduite et sans fortification ni monument. Oui, je suis d'accord. Jérusalem était très petit. Il y a un désaccord entre l'archéologie et les textes qui décrivent les mêmes sites, mais de façon différente. Ce n'est pas l'existence du site qui est en doute, mais sa nature. Contrairement à la grande cité du 7e siècle, la Jérusalem de David n'était qu'un modeste village de montagne d'une superficie de 3 à 4 hectares. On peut admettre que David n'ait pas construit de capitale prestigieuse. Dans la Bible, il est décrit surtout comme un conquérant. Mais qu'en est-il de son fils, l'illustre Salomon, dont la Bible nous dit qu'il a été un très grand bâtisseur? Quand on lit l'histoire biblique de Salomon, on se croit presque dans un conte de 1001 nuits. Salomon, c'est le roi sage par excellence, l'auteur du fameux jugement salomonien, mais aussi quelqu'un qui est tellement connu que même la reine de Saba vient lui rendre visite pour voir celui qui est tellement sage que sa réputation va jusqu'au fin fond de l'Afrique. Salomon, nous dit-on, a un empire tellement grand qu'aucun autre empire peut le concurrencer. Et puis Salomon, c'est le constructeur du temple. C'est lui qui permet au Dieu d'Israël de trouver un lieu de repos au milieu d'Israël. Découvrir le temple de Salomon. C'est aujourd'hui impossible. Les sensibilités religieuses, en particulier sur le mont du Temple, empêchent l'investigation de certaines zones. Il faut donc aller chercher des indices dans les entrailles de la ville.
Nous sommes à l'intérieur de ce qui reste des fortifications de l'âge du bronze moyen. Regardez la hauteur de ces vestiges, qui sont là depuis 3700 ans. La partie supérieure a été détruite, mais les fondations sont mieux préservées. C'est étonnant la dimension de ces pierres. Certaines pèsent quelques tonnes, non? Regardez celle-ci. Ces deux pierres font chacune entre 2 et 3 tonnes. C'est intéressant, parce qu'on prétend toujours qu'à Jérusalem, des monuments ont pu être entièrement démontés par d'autres bâtisseurs. Or ici, on voit que c'est impossible. Un monument comme celui-ci, il en reste toujours quelque chose. N'importe quel grand édifice, quelle que soit son époque, qu'il ait été détruit par la nature ou par l'homme, il en reste des parties intactes et d'autres en ruine. On retrouve toujours quelque chose. Comme la Jérusalem de David, la capitale de Salomon était donc un village insignifiant. Mais qu'en est-il du reste du royaume? Dans les années 60, l'archéologue Yigael Yadin entreprend des fouilles à Megiddo, un de nos livres de pierre. Avant lui, dans les années 20 et 30, l'Oriental Institute de l'Université de Chicago y avait déjà mené une campagne de fouilles systématique et avait mis au jour les vestiges d'une porte d'accès à la cité. Cette porte, dont il ne restait qu'un seul côté, possède un plan singulier. C'est un passage encadré des deux côtés par 3 salles, et qui fut donc nommé en conséquence porte en triple tenaille. Yigael Yadin n'était pas venu à Megiddo par hasard. Ses précédentes fouilles sur le site de Hatzor avaient permis de dégager une porte semblable. Yadin va alors porter son regard vers un autre site, Gezer. Cette fois, il se contente de consulter le rapport d'un archéologue qui avait exploré le site au début du XXe siècle. Dans le plan d'un fortin tardif, Yadin découvre une porte en triple tenaille. Une porte similaire dans son plan et sa taille à celle de Megiddo et de Hatzor. Pour Yigael Yadin, la démonstration est faite. Megiddo, Gezer et Hatzor portent la marque d'un seul et même architecte, le roi Salomon. Yigael Yadin avait été guidé par un verset biblique. Ce verset raconte un des hauts faits de Salomon. Salomon leva des hommes de corvée pour bâtir le temple de Yahvé et son palais, ainsi que le mur de Jérusalem, et Hatzor, Megiddo et Gezer. Ainsi, Salomon était bien un roi bâtisseur à la tête d'un empire. La Bible devenait, avec David et Salomon, un livre d'histoire. Mais les choses à nouveau n'étaient pas aussi simples. Des vérifications stratigraphiques récentes ont montré que la porte de Megiddo est postérieure à celle de Hatzor. De plus, il est maintenant prouvé que les portes en triple tenaille existaient aussi au 8e siècle. Israel Finkelstein est troublé par ces incohérences.
Il faut reprendre le dossier, établir en suivant un processus scientifique une nouvelle datation des strates et des vestiges monumentaux. Depuis les fouilles menées par Igaël Yadin, l'archéologie a évolué. Les techniques de datation au carbone 14 sont devenues plus précises. La marge d'erreur s'est réduite d'un siècle ou deux à 30 ou 50 ans. Des échantillons sont donc prélevés dans les couches de destruction de nombreux sites, dont Megiddo. Ils comprennent en particulier des matériaux organiques, tels des céréales et des noyaux d'olive, dont la durée de vie limitée permet une datation plus sûre. Les sciences exactes, la physique, la chimie et la statistique sont mises à contribution. Les résultats bouleversent tout ce qu'on savait sur David et Salomon et leur époque. Voilà la situation. On prend le tertre de Megiddo et on le découpe, selon la datation conventionnelle et celle au carbone. On a les deux strates. Celle-ci était censée être du XIe siècle avant Jésus-Christ, mais le radiocarbone démontre que c'est impossible. Elle est en réalité du Xe siècle. Et par conséquent, la strate qui avait été datée du Xe siècle ne peut pas être du Xe. Elle est forcément du IXe. Soit un siècle après Salomon. Un ensemble de certitudes fondées sur des a priori s'effondre. Les pièces du puzzle ne s'enclenchent plus. Après l'empire de David, c'est maintenant celui de Salomon qu'il faut reconsidérer. Quelle est la situation au Xe siècle? C'est déroutant. Jérusalem est un petit village, rien de monumental, aucune trace d'une grande capitale. En dépit du témoignage biblique. Bien sûr, aucun indice d'une grande capitale à la tête d'un grand État. Et ici, à Megiddo, les constructions monumentales décrites comme symboles de la grandeur de Salomon sont en fait plus tardives que l'époque de son règne. Elles ne datent pas du Xe siècle. Nous sommes en totale contradiction avec la Bible. Et pourtant, il y a ici des vestiges magnifiques. Alors, à quel royaume les rattacher? Il pourrait être un peu postérieur, mais la question c'est que se passe-t-il au Xe siècle? La Bible a ici un problème sur le plan historique. Il faut le résoudre et trouver une meilleure explication. Comme souvent en pareil cas, c'est au plus fort de l'incertitude qu'un indice va surgir. Norma Franklin fait partie de l'expédition de Megiddo depuis des années. Elle a été frappée par le fait que les pierres d'un palais attribué par Yadin à Salomon portaient des marques de maçon particulières. Elle va consulter les relevés, puis de nombreux rapports sur des fouilles anciennes, afin de savoir s'il est possible de trouver ailleurs des marques du même type. Elle constate que ces marques se retrouvent dans un seul autre édifice. Un seul, dans tout le pays. Cet édifice se trouve à Samarie, une ville située dans une région montagneuse. Tout comme Megiddo, ce site est un des fleurons du royaume d'Israël.
Les clés de nos énigmes étaient là, au milieu de ces collines verdoyantes. Samarie avait été fouillée plusieurs fois depuis près d'un siècle. On y avait trouvé de très nombreux vestiges de l'époque romaine, à l'époque où la ville se nommait Sébasté. Au IXe siècle avant Jésus-Christ, elle est la capitale du royaume d'Israël, bâtie par un roi du nom d'Omri. On y a découvert de vastes monuments construits par ce roi et ses descendants. La Bible considère la dynastie d'Omri comme des rois débauchés et apostats, les fameux rois maudits. Mais les sources extra-bibliques nous donnent d'eux une toute autre image. Ahab, le fils d'Omri, y est présenté comme un grand monarque. La pièce manquante du puzzle semble trouvée. When we come to Samaria and we see the monumental building, palace is Quand on vient à Samarie et qu'on voit les bâtiments monumentaux, les palais construits par Omri, roi d'Israël, cela contredit totalement ce qu'on nous disait de son royaume, soi-disant petit et marginal. Nous avons ici la preuve visible du contraire. Ces édifices n'ont pu être construits que par un roi puissant. On ne peut donc pas se contenter de suivre le récit biblique. Nous devons examiner aussi tout ce qu'on peut trouver d'autre sur la même période historique. Tout cela prouve que ce roi était fort et influent. Il avait les moyens de construire ce palais incroyable. Ce royaume était donc très puissant. Samarie et Megiddo, avec leur palais, nous indiquent clairement ceci. Le royaume le plus riche et le plus fort, le plus ouvert sur le monde extérieur, c'était le royaume du Nord, celui d'Israël. Tandis que Juda, au sud, était petit, pauvre et marginal. Les conclusions sont pour le moins surprenantes. Le royaume frère du Nord, Israël, au sol riche et au climat peu rigoureux, était prospère et développé. Alors que le royaume du Sud, Juda, avec ses monts rocailleux et sa maigre population, ne développait qu'une économie de subsistance. Ils ont en partage la terre de Canaan. L'un est fort, l'autre est faible. Et pourtant, c'est le faible, le cadet, Juda, qui va écrire l'histoire de la famille. Et va s'attribuer les succès des grands rois du royaume du Nord. Lorsqu'on lit l'histoire des deux royaumes d'Israël et de Juda dans la Bible, on se rend vite compte en fait que le roi du Nord se tire très très mal. Donc ils n'ont jamais de bonnes notes, chaque roi est évolué, et puis le roi du Nord, ils font ce qu'ils veulent, ils ont toujours de très très mauvaises appréciations. Tout simplement à cause du fait que c'est une histoire écrite dans une perspective sudiste, c'est-à-dire c'est toujours à partir de l'idée que Jérusalem est le seul sanctuaire légitime que tous les rois sont jugés. Donc aucune chance pour le roi du Nord d'avoir une bonne appréciation dans le livre des rois. Comment expliquer une situation aussi paradoxale? C'est l'histoire qui nous renseigne. Au 8e siècle, les ambitions assyriennes détruisent les rêves du royaume du Nord. Le royaume d'Israël est balayé de la carte.
et Juda reste seul pour gérer l'héritage israélite. Jérusalem devient la ville où tout va se jouer. Nous sommes maintenant à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Un jeune roi, Josias, que nous avons appris à connaître, règne sur Juda. Il se donne pour mission de conquérir les territoires du royaume disparu d'Israël. Il pense qu'il en a les moyens et l'obligation. L'empire assyrien est en plein déclin. Des problèmes surgissent à l'est et requièrent toute son attention. Le rêve d'un Israël unifié était impossible à réaliser tant que l'Empire assyrien était là. Mais quand les Assyriens se retirent, tout devient possible. Et Josias, roi de Juda, se lance dans cette grande idée, cette grande aventure. Reconquérir les territoires du royaume disparu du Nord. Il projette ainsi de réunifier, entre guillemets, le peuple d'Israël sous un seul roi de la lignée de David à Jérusalem. Et là, le livre, l'histoire de la conquête de Josué et l'histoire du grand empire, entre guillemets, de David et de Salomon joue un rôle important. Parce que la conquête de Josué dessine le territoire que Josias veut conquérir. Quant à l'empire de David et de Salomon, il sert de modèle pour un grand empire israélite à venir. Nous approchons du dénouement. La saga biblique de la conquête, écrite au passé, dépeint une promesse de futur, un idéal. La conquête de Josué, c'est la conquête que souhaite mettre en œuvre Josias. Alors même si le récit sur Josias est assez bref dans la Bible, il ne fait aucun doute que le narrateur veut le présenter comme le nouveau David. Dès le début de l'histoire, on lit Josias, fils qui est droit aux yeux du Seigneur, et puis il marcha dans le chemin de David son père, et il n'y s'écarta ni à droite ni à gauche. Donc on va montrer en fait comment, dans tout ce qu'il fait, il est le digne successeur du fondateur de la dynastie, donc pour laisser aucune autre conclusion au lecteur, à savoir qu'il s'agit bien là d'un nouveau David. Selon la Bible, l'engagement divin envers la dynastie de David est inconditionnel. Cette promesse inscrite dans le texte biblique donne à la mission de son descendant, Josias, un caractère inéluctable. Son dessein est la réalisation de cette promesse. Mais l'histoire à nouveau en décidera autrement. Ici même, à Megiddo, un drame se noue. L'Égypte, qu'on avait oubliée, revient en force. Le pharaon Nécho II convoque Josias et le tue. La mort de Josias change complètement l'idée du Messie. Jusqu'alors, tous les successeurs de David étaient appelés le Machia, celui qui a reçu l'onction. Et c'était en fait le symbole de leur accession légitime au trône de Juda. Avec la mort de Josias, tout change. Les promesses censées être incarnées par Josias étaient tout à coup réduites à néant. Désormais, la perspective de changement n'est plus liée à l'avènement prochain d'un roi, mais à un espoir futur. Pour les peuples de l'Antiquité, l'idée que les temps à venir puissent être meilleurs que ceux qu'ils vivent au jour le jour, que l'histoire a un sens et une finalité, est une idée neuve. Aujourd'hui, cette foi dans des temps messianiques se trouve au cœur de la liturgie juive. Un roi de la lignée de David
viendra un jour réaliser le rêve de Josias, un royaume terrestre qui accomplira le projet divin. David, roi d'Israël, vit pour l'éternité. Ce credo a généré une forme indestructible d'espoir. Il est le troisième pilier du judaïsme. Dans le prochain épisode, le dernier, nous enquêterons sur l'origine des Israélites et tenterons de comprendre comment des récits divers sont devenus un livre, la Bible.